Ici Paris, l'émission L'Europe parle aux Congolais revient sur l'affaire Eliane Kabylie, une Antillaise, mère de famille qui a laissé des enfants orphelins décédés dans des circonstances mystérieuses dans un hôpital d'État. En France, les gens disent hôpital public. Dans des conditions, comme je disais, des officiels français ne veulent toujours pas dévoiler. Un livre, l'affaire Kabylie, en parle. Une note de la maison d'édition mentionne ceci. Vous connaissiez l'affaire Dreyfus, vous connaissiez l'affaire Benalla, mais les plus graves affaires sont celles que l'on vous cache. Voici l'affaire Kabylie. Après avoir lu ce livre, votre regard sur la vie changera. Maître Christian Cotten, est-ce que en lisant ce livre-là, votre regard a changé? Il avait changé avant. Puisque... Mais parce que vous êtes dans le bain. Mais en lisant ce livre, vous avez aussi vu la vie autrement. On va dire que ça fait un petit moment que je la vois autrement. Ce livre, c'est le résultat d'un travail approfondi de maître Dominique Kounkou, de Thierry Kabylie. J'ai moi-même participé à écrire la postface sur un des dossiers judiciaires que nous menons ensemble de front depuis 2007. La première émergence de ce dossier dans un tribunal, c'est 2007, à l'occasion d'un procès qui m'était fait parce que j'avais fait quelques écrits qui étaient un peu désagréables sur les magistrats français. Et nous avions eu l'occasion ce jour-là de faire intervenir Thierry qui commençait à découvrir l'ampleur du dossier auquel il est confronté aujourd'hui. Alors, je ne vais pas complètement déflorer le sujet dans la mesure où Thierry va exposer tout à l'heure l'histoire du décès de sa mère. Je vais plutôt, moi, parler de là où nous en sommes aujourd'hui d'un point de vue judiciaire. J'ai remonté un peu plus loin en arrière, dans les années qu'on va appeler années Mitterrand, une affaire dont quelques-uns se souviendront, un certain Yves Chalier s'enfuit de France à l'époque avec un vrai faux passeport. Nous avons rencontré un président de chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles, Thierry Kabylie et moi, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours. Ce magistrat s'appelle Marc Trévidic. Il est fort connu comme juge d'instruction centré sur les affaires de terrorisme et il est aujourd'hui président de chambre correctionnelle à la cour d'appel de Versailles. Et nous étions convoqués devant cette cour pour des raisons que j'expliquerai peut-être rapidement tout à l'heure. Et je découvre que Marc Trévidic a écrit dans la préface d'un de ses livres l'extraordinaire, une phrase qui dit en gros l'extraordinaire invention de la place Beauvau, pour ne pas dire le ministère de l'Intérieur, dans la fabrication de vrais faux passeports. Et il fait référence là à cette affaire Chalier, Nucci-Chalier, de la fin des années 80, début 90. Nous constatons avec Thierry Kabylie que l'État français, aujourd'hui, alors en 2001 au moment de la mort d'Eliane Kabylie, mais aussi aujourd'hui, nous constatons que l'État français continue à fabriquer de vrais faux actes d'état civil. Aujourd'hui, nous en sommes à considérer que nous sommes de modestes lanceurs d'alerte. Thierry Kabylie, maître Kounkou, maître Philippe Fortabal-Abattu qui nous assiste également depuis plusieurs mois maintenant. Nous en sommes à considérer qu'effectivement nous sommes de modestes lanceurs d'alerte sur un problème qui lui n'est pas modeste du tout, qui est même complètement majeur, qui est un problème d'ordre public. Est-ce que nous sommes dans un état où ma carte d'identité, je n'ai pas là dans l'instant, a une valeur quelconque ?
je me pose véritablement la question. C'est là que le dossier, le livre de Thierry Kabyle va permettre à beaucoup de lecteurs de se mettre la tête à l'envers et de regarder le monde complètement autrement. La conclusion, lorsque l'on lit le livre de Thierry, c'est que ta carte d'identité, ton passeport, ton acte de naissance, ton acte de décès, tu peux te poser de sacrées questions sur leur réelle valeur. Or, c'est un pilier fondamental de l'état de droit. Qu'est-ce qui se passe dans l'affaire de Thierry Kabyle ? Eliane Kabyle. Pardon Thierry. Dans la mort Thierry, c'est le fils. Oui, bien sûr. Dans l'affaire de la mort d'Eliane Guéredra, épouse Kabyle, je ne reviens pas sur les obscurité autour de son hospitalisation, des numéros d'hospitalisation, sur l'obscurité sur la date de sa mort, sur les autopsies, sur les transports de corps, sur la disparition quasiment de son cadavre que l'on n'a pas retrouvé dans le cercueil qui a été déterré 2 ans et demi après son décès pour une exhumation judiciaire, cercueil d'ailleurs qui n'était pas le même. Je ne vais pas développer tout ça, je vais m'arrêter aux faux actes de décès fabriqués par la mairie de Gonesse en 2001, entre le 14 février et le 21 février. Nous avons 2 faux actes de décès signés par le même officier de police judiciaire, alors que l'officier de police judiciaire en question, une certaine Elisabeth Humblot, ne pouvait pas être présente dans le dossier le 14 février. Nous ne savons pas qui a déclaré le décès à la mairie. Le déclarant réel du décès disparu. Et puis nous avons un autre acte d'état civil 8 jours plus tard qui sera délivré à la famille Kabyle, inscrit sur le livret de famille, présenté comme le livret, l'acte de décès officiel, jusqu'à ce que quelques années plus tard, Thierry s'aperçoive que non, finalement, l'acte officiel d'après la mairie de Gonesse, ça serait plutôt celui du 14 février. Manque de chance, il est complètement faux, puisque la personne qui a signé cet acte, officier d'état civil, ne pouvait pas le faire pour différentes raisons juridiques et factuelles. Nous sommes dans un dossier où nous avons des faux actes qui ont servi à des transports de corps, à des autopsies, à la disparition à la fin d'un cadavre et d'un cercueil. Je ne parle pas non plus de la cage thoracique d'enfant qui a été retrouvée dans la bouillie de chair humaine sanguinolente 2 ans et demi après un enterrement. Je ne parle pas de cette cage thoracique d'enfant, parce que si je parle de cette cage thoracique d'enfant, il va falloir que je parle des dossiers de pédocriminalité, et si je parle des dossiers de pédocriminalité, il va falloir que je parle de la gestion par l'État des violences faites aux enfants, et donc de l'aide sociale à l'enfance. Là, j'en ai pour 3 heures. Donc je vais m'abstenir de parler de tout ça. Je reviens aux actes d'état civil. Nous avons devant nous les preuves flagrantes, avec des analyses, typographiques des actes d'état civil, des copies d'actes que nous avons pu sortir de la mairie. Nous avons également des photos du registre d'état civil. Et nous en sommes arrivés à un point où nous montrons véritablement toutes les preuves à l'appui que le logiciel d'état civil utilisé par la mairie de Gonesse en 2001, c'est un logiciel qui s'appelle Mélodie, qui est fabriqué par la société Arpège, qui est dirigé par un monsieur qui s'appelle Bruno Berthélémé. Ce logiciel gère la moitié des actes d'état civil français, ça fait beaucoup, la moitié, sur les grosses communes, on va dire, il y a après d'autres plus petits logiciels. Ce logiciel, à la mairie de Gonesse en 2001, il a été craqué. On craque les logiciels, beaucoup de gens qui savent faire ça, et on a sorti un acte numéro 90, peu importe le détail, on trouve tout ça dans le livre, au nom d'Eliane Guéredra, épouse Kabyle, morte à telle heure, tel jour, etc., qui est imprimé sur un format d'acte radicalement différent du format des actes habituels de la mairie de Gonesse. Mais c'est le seul. À un point tel que sur le registre, cet acte-là va être à un moment
barré de 2 traits au crayon, annulé, et il va être remplacé par un autre acte d'une autre femme qui n'a rien à voir avec Eliane Kabyle. Tout ceci, il faut savoir que le droit français a fabriqué 400 pages d'un document qui s'appelle l'Y, Instruction générale relative à l'état civil, qui est une véritable Bible, extrêmement précise, extrêmement rigoureuse, fondée sur des décennies d'histoire juridique, et construit au fil de ces décennies, si ce n'est de ces siècles. L'état civil, ça a plusieurs siècles derrière lui. Ce document, cet ensemble de textes, interdit rigoureusement tout ce qui a été fait à la mairie de Gonesse. Et pour avoir raconté tout cela publiquement dans des vidéos, Thierry Kabyle et moi avons été poursuivis par le tribunal par la mairie de Gonesse, par son maire, Jean-Pierre Blazy. Nous avons été condamnés. Nous avons été condamnés parce que la pauvre juge ne pouvait vraiment pas faire autrement, parce que c'est juste, elle reconnaissait que nous avions parfaitement raison, elle prenait parti sur un dossier énorme. Donc vous avez raison et vous êtes condamné. Oui, mais ça c'est normal, c'est la vie normale de l'injustice française. En plus, toi t'es noir, donc t'as pas de chance, hein. Moi je suis blanc, mais je suis psychosociologue, et puis je mets les pieds dans un certain nombre de plats depuis 20 ans. Donc on ne va quand même pas me donner raison. Il ne faut quand même pas exagérer. Ce qui est beaucoup plus grave dans ce que nous dénonçons, enfin pas beaucoup plus grave, mais ce qui est tout aussi grave que toute l'affaire d'Eliane Kabyle, c'est que la pratique des faux actes continue aujourd'hui. Nous avons un dossier pour lequel nous avons reçu un témoignage très précis sur Nice, et pas un dossier sur Nice. Sur Nice, c'est une catastrophe, comme a dit un officier de police judiciaire au Canet, le logiciel est truqué. Nous avons un dossier à Bordeaux qui a permis le détournement d'un héritage d'un immeuble, un dossier là aussi de trafic d'état civil. Nous avons un autre dossier à Brest. Thierry peut-être en parlera tout à l'heure, il a encore un autre dossier qui vient de lui arriver. Nous sommes dans une situation où l'État français ne tient pas ses registres d'état civil convenablement, ce qui permet quantité de bricolage. Je termine juste, parce que je vois que le temps tourne très vite et que je ne peux pas prendre plus de temps que ça, mes petits camarades. Je donne rendez-vous à tous les gens qui veulent s'intéresser de près à ce dossier. Alors, d'une part, je les invite à lire le livre de Maître Dominique Kounkou, qui est la base un petit peu de nos propos, mais je les invite aussi le 11 juillet 2019, à 13h30, devant la chambre 13-2, chambre correctionnelle 13-2 du tribunal de grande instance de Paris. Nous avons convoqué là 5 personnes, le maire de Gonesse, l'agent judiciaire de l'État français, le procureur de Pontoise, l'officier de police judiciaire de Gonesse en 2001 qui a signé les faux actes de décès, et j'en oublie un, le directeur de la société éditrice du logiciel d'état civil. Le temps a tourné. Bon, maintenant, nous allons recevoir grand merci à toi. Votre ami qui est avocat, Maître Philippe, pour continuer par rapport à... Maître Philippe Fortabat, l'abattu. Tout à fait. À qui je laisse la place. Maître Philippe, s'il vous plaît. Ah, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Mais vous avez... Mais comment on va faire cette émission alors? Parce que nous sommes en direct. Pardon? Je croyais que j'étais au tribunal. Non, vous êtes dans... Non, parce qu'au tribunal, on m'empêche de parler. Au tribunal, on m'empêche de parler. Alors, mais vous êtes avocat? Ah oui, mais on empêche un avocat de parler. Ouais. Lorsque j'ai défendu le dossier de Thierry Kabyle, quand j'ai commencé à montrer la réalité des choses, le magistrat de la cour d'appel de Paris, s'il vous plaît, m'a dit que il ne fallait pas faire ça. Donc, un magistrat? Oui, bien sûr. Un magistrat français? Président de mais vous savez l'image que nous, en Afrique, on a des magistrats français. C'est une image très positive. Eh bien, la deuxième fois que j'ai dû plaider pour le dossier,
j'étais avec Maître Dominique Kunku. On ne peut pas lui retirer sa maîtrise, n'est-ce pas? Et comme par hasard ce jour-là, il y avait le secrétaire général de l'Ordre des avocats qui était là. Il y a des dizaines de milliers d'avocats à Paris, il était là, un homme absolument charmant, et qui nous dit mais Maître Dominique Kunku n'est pas avocat. On est dans le dossier Kabyle. Oui. Pour lequel j'avais dû quitter l'audience. Oui. Et à ce moment-là, je dis, mais attendez, Maître Dominique Kunku est avocat. Le document est donné à l'Ordre des avocats vendredi. Le secrétaire général me dit, ah oui, mais l'Ordre des avocats n'a pas eu le temps de l'étudier. J'ai dû, bis repetita non placent, quitter de nouveau la salle d'audience. Donc vous comprenez que, petite parenthèse, moi j'étais journaliste presse écrite depuis 84, je faisais des radios depuis 88 à une petite radio de province, et puis sous un pseudonyme à Radio Ici et Maintenant. Donc je suis heureux, avec le talent que je vous vois et que je vous entends, de pouvoir enfin m'exprimer, parce que les avocats sont bâillonnés dès qu'une affaire devient difficile. Or là, je suis aux confins de plusieurs choses. J'étais journaliste et je comprends le combat des journalistes et j'ai bien aimé le vôtre. Mais je suis né en Guinée. Et en Guinée, je n'existais pas à l'état civil. Vous me croirez ou vous ne me croirez pas, mais vous allez me croire quand je vais vous expliquer. Un certain Charles de Gaulle, en Guinée, dit un jour à Sékou Touré, vous voulez l'indépendance, prenez-la. Et les Français, qui est mon peuple, même si je suis aussi guinéen, les Français ont quitté la Guinée du jour au lendemain, en laissant planter les Guinéens. On en discute qui voulaient leurs droits, mais avec une rapidité qui a fait que tous ceux qui étaient comme moi, nés et déclarés à l'état civil de Guinée, n'existaient pas. Et pendant des années, je n'existais pas. Donc vous comprendrez que quand je vois que ces cartes d'identité françaises, maintenant, un problème majeur que démontre avec brio Dominique Kunku, qu'on n'a pas laissé parler, et Thierry Kabyle, qui explique d'une façon extraordinaire avec le professeur Cotten la réalité de cette chose, on se dit que on se heurte à un mur extrêmement important, et la seule chose qui nous reste, c'est la liberté de la presse. Alors, on pense ce qu'on veut sur le plan philosophique, mais a priori, nous sommes des êtres humains. Et l'être humain, est-ce que ce n'est pas la première des choses de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer? Je peux vous dire que j'étais hier à l'Assemblée, au dîner des docteurs en droit au Sénat, avec le professeur Jacques Mestre, le nouveau Carbonnier, comme le doyen Carbonnier. Et là, j'étais heureux parce que j'ai annoncé que, comme Maître Dominique Kunku le sait, nous avons créé l'Association internationale des docteurs en droit. On était à l'Association des docteurs en droit français au Sénat, hier soir, c'est tout frais. Et là, j'ai eu plaisir à parler de cela et à parler de l'Afrique, parce que l'épouse du président, c'est pas un secret, elle m'a dit, voilà, nous devons faire quelque chose pour l'Afrique. Vous voyez, si les juristes, on bouge. Et donc, nous devons aider le Sénégal, donc vous voyez, avec l'association, etc. Mais mon grand plaisir, c'était, devant les docteurs en droit, de pouvoir parler. Alors, il est possible que certains magistrats ou certains membres de certains conseils de l'ordre n'apprécient pas les propos que je vais avoir, mais les propos sont une réalité. C'est-à-dire que nous, avocats, et je parle de la liberté d'expression, et je vous ai cité 2 cas récents, nous, avocats, nous parlons des fois à des murs. Et vous avez peut-être vu l'émission de radio, de télévision l'autre jour, France 3. Ceux qui veulent me contacter, je leur enverrai. Il suffit de taper Fort Tabac, avocat à Paris, sur LCP. Et on apprend que des magistrats se suicident. Et ils disent, ces magistrats, à l'émission de télévision, pas ceux qui sont morts, les pauvres, ben, on n'en peut plus, on est en dépression, parce qu'on nous force à signer des décisions. Et si on nous force, ce n'est pas les avocats. Donc la situation est tragique. Et donc hier, au dîner des docteurs en droit, j'étais heureux parce que je parle et vous avez le droit de m'interrompre, vous êtes le patron de l'émission. Mais je veux dire par là, on m'a laissé parler. Encore une fois, à Pau,
c'est paru dans la presse. Au moment où j'aborde le sujet qui était la condamnation qui était demandée suite à un article, à une affaire de presse avec mon client, le président d'audience me dit « Maître, vous concluez ». Mais j'ai presque les larmes aux yeux, parce que c'est mon métier, c'est mes tripes. D'accord ? Moi, j'aime beaucoup Edith Piaf. Quand elle parle avec ses tripes. Eh bien, le président me dit, vous concluez. Mais je dis, monsieur le président, je ne peux pas conclure, je n'ai pas développé. Vous concluez. J'ai dû quitter la salle d'audience. Et la presse l'a dit. Dans ce même dossier, mon cher chef d'émission, je reviens quelque temps après. Je commence à aborder la loi en question que je conteste. On me dit, vous concluez. J'ai déposé mon dossier. Et comme quoi il faut se battre, et je remercie tous ceux qui se battent, y compris notre cher ami qui a parlé de la presse, et qui est bardé, c'est pas péjoratif, de fonction de la liberté de la presse, et je le salue, eh bien, il faut se battre, et mon client a été relaxé. Mais moi je n'étais pas dans la salle d'audience pour le savoir, j'avais quitté. Donc vous pensez que je suis fils de magistrat, j'étais dans le droit en 1970 à la fac, donc ça fait presque 50 ans de droit. J'étais 15 ans dans les douanes. Et c'est pourquoi je retiens ce que disait Christian Chalier. J'étais dans les douanes au contrôle des passeports quand est arrivée l'affaire Chalier, que je connais bien. Et là encore, c'est à la demande de la DST, des autorités, qu'a été fait ce vrai faux passeport Chalier. Mais c'est un symbole. Pourquoi ? Parce que ça venait après l'histoire du carrefour du développement et du sommet africain de Bujumbura. Donc nous sommes au cœur de la défense du droit et de la liberté d'expression. Et c'est pourquoi ça me permet de transmettre avec émotion le message de mon père qui disait « C'est l'armée d'Afrique et ses morts qui ont permis de libérer la France. » Et c'est une réalité. Et on l'oublie trop souvent. Moi, je suis français de sang. Eh bien, mon père me disait « Oui, mais les Français, ils sont partis, là. C'était la débâcle. » Et écoutez-moi bien. Le 20 juin 40, allez sur Internet ou Wikipédia, vous verrez Bourmont, le 14e Sénégalais. Mais en fait, c'était des Guinéens, comme nous, qui ont fait des prisonniers allemands le 20 juin 40. Alors un chef dit, il faut reprendre le combat, les Guinéens continuaient. Donc ce combat militaire au prix du sang, eh bien, c'est un autre combat terrible au niveau de la communication. Et ce combat, c'est celui qu'a invoqué nos amis tout à l'heure. Mais surtout, pour revenir à ce domaine, j'ai écarté de mon propos ce qui concernait l'affaire Kabila. Mais à quoi ça sert ? Puisque vous êtes l'avocat dans l'affaire Kabila, vous êtes l'avocat de Dominique Nkunku qui a piloté ce dossier de main de maître, et vous parlez d'autre chose. C'est-à-dire que le maître, après le professeur Cotten, c'est notre ami Thierry Kabila. Vous allez voir la démonstration qu'il fait. De la même façon que Dominique Nkunku, dans une autre émission, vous fait une démonstration extraordinaire de ce qui se passe. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir laissé parler, parce que je suis déjà à 12 minutes, je ne veux pas abuser, mais je voudrais vous donner une bonne nouvelle, si je peux me permettre. On me dirait c'est en dehors, mais non, c'est pas en dehors. À Saint-Sevé, dans le cœur de la Chalosse, une de mes amies, qui s'appelle Madame Labarthe, m'a dit qu'on avait un bien à vendre et on voudrait en faire la maison de la francophonie. Pourquoi ? Parce que de la même façon que les Africains ont participé à la défense et la renaissance de la France, la francophonie est un moteur extraordinaire. Et donc, je vous recommande, si vous voulez, vous allez sur mon site, parce que les avocats maintenant sont mandataires immobiliers. Donc moi, je suis mandataire immobilier, et donc sur mon site, Forte Abattre l'Abattue, j'ai ce bien à vendre à Saint-Sevé. Et alors, évidemment, il faut des investisseurs. Voilà. Mais je veux dire par là, je suis très heureux de pouvoir parler sans bandeau chez vous, parce que on est ici aux confins de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et de la défense du droit. En tous les cas, j'en termine maintenant, je vous l'assure, en disant que ma carte d'identité française, je ne suis pas très fier, parce que je ne sais pas, moi, à qui on m'a déjà fait le coup, que je n'existais pas, si on me dit encore qu'il y a quelqu'un qui existe avec la même pièce d'identité, et je vous donne mon dernier scoop, mon nom, eh bien, il y a une autre personne qui la porte, et qui est médecin. Je me pose beaucoup de questions, et je vous laisse les réponses. Bon, maître, nous allons continuer nos productions. Vous êtes toujours bienvenue dans cette émission. L'Europe parle au Congolais. Merci. Congo, c'est l'humanité. Congo, c'est la puissance. Congo, c'est le semblable de Dieu. Donc, il faut un monde pour donner une information correcte, parfaite. Voilà. Voilà. Et donc, oui, non pas la honte que j'ai de la France qui m'empêche de parler, mais le plaisir
que l'Afrique me donne la parole pour défendre l'humanité avec les Français. D'accord, donc j'ai reçu votre ami, le fils de la veuve Eliane Kabyl, Thierry, pour terminer cette édition qui est consacrée à ce livre-là. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Maton beaucoup. Dimingi. Maton Dimingi. Ok. Merci beaucoup. Mais en Guinée où vous avez grandi, je ne sais pas comment ils disent merci. Ah bah, je suis parti, j'étais trop petit. Parce que D'accord. De Gaulle a dit, vous voulez l'indépendance, prenez-la. Donc on est parti. Et surtout, il a empêché les Guinéens d'avoir un État correct en partant si vite. Ok. Voilà, vive l'Afrique. Bon, mais nous continuons cette émission consacrée au livre écrit par... c'est le livre qui est écrit par Dominique Kounkou, mais c'est un travail d'équipe. Hein. Oui, c'est un Mais travail est-ce que vous envisagez d'aller faire, par exemple, des conférences dans des pays africains parce que le sujet est très intéressant. Et surtout, la problématique concerne la disparition, l'assassinat de votre mère. Donc, ce cas est emblématique. Oui, puis, alors, moi je dis, bien, le destin fait que la programmation pour une tournée en Afrique, elle s'est faite dans la création du livre, parce que ce livre a vu le jour en Afrique. Il a donc également un avenir, en tout cas, dans ce sens-là. Oui, nous allons faire une tournée. En tout cas, c'est prévu. Parce que tout le monde, même ici en France, tout le monde dit, je parle des élites, hein, tout le monde dit que l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Donc, oui, l'avenir de ce livre est aussi en Afrique. D'ailleurs, j'aime pas trop le mot Afrique, parce que le mot Afrique, ça vient de... On dit Afrique, Assou, et je pense toujours à cette conférence qui a eu lieu donc à Berlin, où justement, ce territoire qui s'appelait Kamita a été partagé et dont le nom a changé. Et Congo Conference. Voilà. Et donc, et on voit encore d'ailleurs que le franc CFA mène toujours, en tout cas, la domination sur le continent africain à travers la monnaie qui est fabriquée, encore une fois, par la France, qui a toujours été un colonisateur. Et pour tous les Africains qui, malheureusement, avaient toujours une image que la France a su construire au fil des années en laissant penser que nous étions sur un territoire de droit. Aujourd'hui, ce livre démontre tout le contraire. Et je pense que les avocats, enfin les juges, ils auront un travail énorme de conscience, parce que toute cette crédibilité, aujourd'hui, est en train de s'écrouler. Et je pense qu'à un moment donné, on dit toujours, c'est vrai, on dit que quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Et ce livre démontre vraiment tout ça. Quand on parle d'état civil, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'état civil, c'est le point principal, c'est le socle fondateur de cette société. Il faut bien comprendre que lorsqu'on dit « je suis propriétaire de tel bien, de ma voiture », qui en est vraiment le propriétaire? C'est la personne ou c'est l'état civil? C'est l'état civil. Quand on est convoqué devant un tribunal, qui est-ce qui est convoqué? C'est la personne ou c'est l'état civil? C'est l'état civil. Et aujourd'hui, je suis surpris vraiment de voir que le maire, qui est donc M. Blasi de Gonesse, au vu des 3 actes d'état civil qui lui ont été présentés, n'ait pas eu le réflexe d'engager une enquête. Son premier réflexe, ça a été de porter plainte contre nous pour diffamation. Mais quelle honte! Mais vraiment, quelle honte! Il a eu un réflexe de bandit. Il n'a pas eu le réflexe d'un homme intelligent. S'il avait eu vraiment l'intelligence et le respect de sa profession, parce que je rappelle que les mairies, qu'est-ce qui a donné naissance aux mairies? C'est le fait qu'il y avait une gestion d'état civil à faire. Tout ce qui est autour, c'est 2 options. Et quand je vois que son premier réflexe a été donc de chercher à nous condamner, parce que, et encore une fois d'ailleurs, nous, en tout cas, on est prêts et on est ouvert au débat. Si vous avez l'occasion de l'inviter et de venir se confronter à nous, on est prêts. Mais je doute même qu'il ait le cran et le courage de venir ici. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, s'il est capable de nous mener devant les tribunaux, c'est qu'il se sent dans sa famille. Il se sent sur un territoire conquis.
Et cela, il faut que ça change. Parce que la justice, ça n'est pas ça. La justice, cette notion de vérité, en justice, n'existe pas. Le juge, quand une affaire vient à lui, il n'était pas là lors des faits. Donc, on parle de vérité judiciaire. Et c'est quoi une vérité judiciaire? C'est une vérité qui repose sur des faits, sur des preuves. Or, si nous avons mis en couverture du livre les 2 actes d'état civil, dont un est barré, 90 Bergeron, 90 Kabyle, c'est pour réveiller la conscience, non seulement des Français, mais du monde entier. Parce que on ne peut pas présenter 2 billets de banque de 50 € avec le même numéro de série. Forcément, un des 2 est faux. Et là encore, il n'y a même pas l'intelligence et des magistrats et de la justice pour faire face à cette vérité et au moins vraiment donner honneur à leur profession en apportant une sanction. Parce que les preuves sont là, et quand il y a preuve, il y a sanction. Quand il n'y a pas preuve, il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de condamnation. Or, aujourd'hui, qui cherche-t-on à condamner? Nous, la famille. Et ça, c'est une honte pour la France. Une honte. Et c'est la raison pour laquelle, vraiment, nous invitons fortement tous les Français. Pour la bonne raison, c'est que quand il y a un jugement, le jugement est toujours fait au nom du peuple. Ça veut dire qu'on fait en sorte que les gens ont dit « mais oui, mais c'était en votre nom qu'on a fait le jugement. On a signé avec votre nom. Ne vous rendez pas coupable de ce jugement. Venez voir ce qui se passe dans les tribunaux et ne laissez pas les gens juger au nom du peuple un dossier aussi criminel. » Voilà. Mais est-ce que quand il y avait cette audience-là, oui, le maire était physiquement présent? Jamais. Jusqu'à l'heure, il a toujours envoyé donc ses avocats. Et je rappelle que son dernier avocat, c'est la raison pour laquelle nous demandons donc le plumitif. C'est ce qu'on appelle donc les notes du greffier. Jusqu'à l'heure, on les attend. La demande sera faite. On leur a refusé verbalement. Et j'attends parce que la seule défense qu'il a eue sur 2 heures de débat, il n'a parlé que 1/4 d'heure. Parce que la seule chose qu'il avait à dire, c'est que cet acte d'état civil n'était qu'un projet qui n'a pas été signé. Et là, la juge lui a dit « Comment ça, c'est pas signé ?» « Mais c'est signé, j'ai le document devant moi, il est signé. » Il dit « Non, madame le juge, c'est pas signé. » Elle lui a dit « Mais de venir, de ne pas la prendre pour une idiote, qu'elle sait quand même ce que c'est qu'une signature. Quand il s'est déplacé, il a vu que c'était signé. » Et là, il lui dit « Écoutez, j'ai pas le même je ne connais pas ce document. » Et là, je me suis rappelé que c'est le même document qu'ils ont voulu me donner. C'était un document non signé parce qu'ils avaient tout simplement mis un papier devant qui empêchait de voir ce qu'il y avait en dessous. C'est-à-dire le 2e acte avec les signatures. Parce que la page, elle était signée. Et tout le document, puisque dans les Grecs, c'est donc la Bible de l'état civil, on ne peut mettre chaque page un acte d'état civil. Il n'y a pas 2 actes par page, ça n'existe pas. Et donc là encore une fois, s'ils disent que ça existe, qu'ils nous sortent les textes de loi. Parce que le juge, il ne peut pas remettre en cause la loi. Il peut donc l'appliquer, tout comme un pharmacien, quand il reçoit donc, quand il a un médicament à donner, il ne peut pas remettre la posologie du médicament en cause. Il est là pour, selon les maladies, il donne le médicament. Et donc, selon le cas de justice, en tant que juge, il doit appliquer la loi. Mais la loi, il l'applique parce que les preuves sont là. Et aujourd'hui, les preuves, on en déborde. On a une quantité de preuves dans ce dossier qui sont accablantes et qui aujourd'hui font honte à la France. Donc, leur comportement, aujourd'hui, ils vont devoir réfléchir à 10 fois. Moi, pour ma part, je n'abandonnerai jamais. Parce que dans ce dossier, j'ai toutes les preuves. Quitte à faire conférence sur conférence, si vous avez le cran de venir vous confronter à nous, venez, on est ouvert. Les preuves sont là. Mais quand vous ferez cette tournée dans quelques pays africains, vous aurez beaucoup de questions de la part des étudiants, de la part des juristes et de la part des médecins. Alors, moi, ce sera vraiment avec grand plaisir que je viendrai, parce que je pense qu'il est grand temps que, en tout cas, nous, Africains, nous prenons conscience vraiment de la valeur que nous représentons sur le plan génétique, parce que nous sommes... Moi, j'ai pensé pendant longtemps que l'esclavage avait été mis en place pour une exploitation de l'humain au niveau de la main-d'œuvre.
Aujourd'hui, mon point de vue a complètement changé. Je pense que c'était une mascarade pour vraiment cacher la vraie valeur de cette démarche. La vraie valeur, c'était l'exploitation de l'homme noir en tant que pièce détachée, de pièces à recycler. Regardez l'affaire Henrietta Lacks. Henrietta Lacks, c'est la seule femme noire où ses cellules étaient immortelles. Jusqu'à aujourd'hui, on a fabriqué plus de 50 millions de tonnes de cellules à partir C'est une noire américaine, une africaine américaine. Bien sûr, mais il y a combien d'Henrietta Lacks dans la communauté noire? Ça, on ne le sait pas. Et ma maman, finalement, a-t-elle été assassinée parce qu'elle était une deuxième Henrietta Lacks? Ça encore, c'est une question que je me pose. Et seuls les tribunaux, en tout cas, pourraient, s'ils avaient, en tout cas, le respect de la profession, m'apporter. Les preuves sont là. On ne peut pas accepter que 2 corps se déplacent le 19 février 2001 pour être autopsiés le 16 février 2001. On ne remonte pas le temps. Donc, jusque-là, c'est-à-dire qu'ils ont... C'est comme si leur cerveau était bloqué. Ils avaient des œillères au point de même plus comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de logique au niveau de la justice. Et c'est ça qui est grave, au final. Mais pourquoi ce livre a été imprimé à Londres? Alors, c'est pas imprimé à Londres, le siège est à Londres. Le siège de l'éditeur. Comme je disais, la maison d'édition s'appelle New Pillow Books. Et donc, c'est un livre nouveau, d'un ordre nouveau, parce que ce livre, c'est un livre qui engage les auteurs à dire la vérité. Et tellement nous sommes engagés dans cette vérité, je me suis autorisé, lors d'un courrier que j'ai envoyé donc à M. Hollande, lors des attentats, je lui ai posé la question, est-ce que les médecins ont reçu l'ordre ou l'autorisation macabre de faire leur marché macabre sur les victimes des attentats? Et dans le livre, en page 201, pour ceux qui achèteront le livre, vous verrez que cette question est posée. Et l'actualité, quand on sait que le livre a été écrit bien avant les faits, il se trouve que récemment, la famille du petit garçon Yanis, donc paix à son âme, qui est mort à l'âge de 4 ans, percuté par un camion lors des attentats de Nice, il est mort dans les bras de sa maman. Sa maman a essayé de sauver son petit garçon, elle l'a emmené donc à l'hôpital, et sur le trajet, l'enfant est mort. Naturellement, elle n'allait pas ramener le cadavre chez elle, donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a confié à l'hôpital. Mais elle l'a confié à des gens qui n'avaient pas de scrupules, parce que eux sont là pour penser au commerce. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ce petit garçon a été enterré, vidé de ses organes. Mais il n'a pas été le seul. Il y a 13 familles aujourd'hui qui sont là-bas. C'est la maman qui vous a contacté. Tout à fait. Et donc, je trouve que je suis donc vraiment très honoré que la maman m'ait appelé, parce que quand elle a vu la force du combat que nous menons, 19 ans bientôt de combat, et dont je ne lâcherai rien pour ma maman, je comprends que cette maman, pour son fils, elle fera tout. Parce que ça va dans les deux sens. Et donc cette maman, quand elle a vu la force que je représentais en termes de détermination, elle a pris le courage de m'appeler. Et donc nous avons longuement conversé. Et elle m'a appris quelque chose d'énorme. Elle avait un membre de sa famille qui a été donc opéré en France comme une sorte d'appendicite. Et voilà que ce monsieur arrive à l'âge de la retraite, il repart chez lui, dans son pays d'origine, le Maroc. Le temps passe, l'âge avançant, il se fait de nouveau opérer, et là, le chirurgien lui dit, mais monsieur, vous vous êtes fait enlever un rein? Il dit, mais que je ne me suis jamais fait enlever de rein. Il dit, mais moi je vous dis, on vous a enlevé un rein. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il lui fait un document certifiant qu'il s'est fait enlever un rein, et donc il est donc retourné en France avec ce document, et il s'est fait indemniser. Sa chance, c'est qu'il a été opéré qu'une seule fois en France. Il aurait été opéré dans 2 hôpitaux, dans 3 hôpitaux, il l'aurait fait tourner en rond jusqu'à sa mort. C'est pour ça qu'il a gagné. Donc, qu'on ne me dise pas que le trafic d'organes n'existe pas en France, parce que s'il n'existait pas, je ne vois pas comment cette loi Touraine, qui est vraiment une ouverture au marché du trafic d'organes, elle aurait pu voir le jour. Je rappelle que cette loi, c'est ni plus ni moins le fait d'ouvrir une porte, c'est-à-dire qu'on crée une marchandise gratuite, c'est-à-dire on dit, voilà, aujourd'hui, tous les organes de tous les Français m'appartiennent, mais quand je prends les organes gratuitement, quand je les repose quand je les mets dans un corps nouveau, est-ce que c'est gratuit? Non, c'est payant.
Donc, je prends une matière gratuite pour faire de l'argent. Mais c'est gravissime. Mais je pense que là, je pense qu'il y a vraiment une folie au niveau des politiques, au niveau de la médecine, et il est grand temps qu'il y ait une sagesse qui s'installe. Je pense que mes paroles, elles sont dignes de sagesse, et je suis content aujourd'hui, je pense que c'est un honneur, parce que dans mon livre, je ne crois pas au destin, j'avais parlé donc vraiment de ces grands hommes qui ont fait l'histoire. Et parmi ces grands hommes qui ont fait l'histoire, j'ai nommé le mot Lumumba, et aujourd'hui j'ai vu son fils. Je ne crois pas au hasard. Et donc, en voyant son fils... vous avez rédigé ces notes bien avant. Bien avant. Et j'ai vu son fils. Et ce que j'écrivais donc sur ces grands hommes, c'est le fait de dire que qu'est-ce qui fait que ces gens ont marqué l'histoire ? C'est toujours parce qu'il y a une cause humanitaire, il y a vraiment l'amour de son prochain. Et aujourd'hui, mon combat, c'est ce qui l'anime. Et je sais, sans l'ombre d'un doute, que ce livre rentrera dans l'histoire. Et il est déjà rentré dans l'histoire. Bon, il y a mon confrère Clément Yaou, qui est un journaliste de référence. Il est de la Côte d'Ivoire, qui va vous recevoir dès qu'il démarre son nouveau programme de télévision. Thierry Kabyl, je vous remercie. Et à la prochaine occasion, de toutes les façons, nos portes sont largement ouvertes pour cette affaire criminelle. Lilo, c'est moi qui te remercie, et je pense que le public te remercie, parce qu'au final, aujourd'hui, tu fais partie donc de ces journalistes courageux qui sont capables de recevoir vraiment des dossiers aussi sensibles, aussi dérangeants, mais le public et le monde a besoin de savoir. Mais j'ai été formé à Kinshasa, à l'ISTI, c'est la première faculté universitaire qui a existé en Afrique centrale, Institut des sciences et des techniques de l'information. Thierry Matondi Mingi, accent Tissana, tout tondele, tout ça qui dit là, et tout ça c'est dans des langues de la République démocratique du Congo. Et notre jeu concours pour terminer, qu'évoque pour vous l'affaire Jeannette Abidje? C'est une Congolaise. Et la deuxième question pour vous faire gagner $100, quel est le nom de ce sportif français, ancien footballeur, qui a financé le dictionnaire français Lingala du feu professeur Kawata HMTM? Je vous remercie.